Quand on examine l'histoire d'un monument classique, la démarche, ça ressemble bien souvent à la lecture d'une radiographie chez le médecin. Ouais, l'image est généralement super nette. C'est ça. Une fracture, paf, ça apparaît sous la forme d'une ligne blanche évidente, le médecin montre le cliché et le diagnostic est posé direct, sans discussion. Et c'est pareil pour l'histoire. Il y a des fondations, des murs, un toit et une chronologie qui s'empile bien sagement, siècle après siècle, de bas en haut. Voilà, c'est très linéaire. Et c'est rassurant, tu vois. Ça permet de classer les événements dans de petites cases bien hermétiques. Un château a été construit telle année par tel souverain pour telle raison, point barre. C'est une approche presque binaire en fait. Et ça fonctionne très bien pour la majorité des bâtiments dans le monde. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, dès qu'on tourne notre regard vers l'architecture historique japonaise, et plus particulièrement vers la ville d'Osaka, cette fameuse machine à rayons X, elle ne fonctionne plus du tout. Ah non, là, l'image devient complètement illisible. Complètement. En préparant cette plongée fascinante au cœur de nos sources historiques d'aujourd'hui, on a épluché une montagne de documents. Des rapports de fouilles archéologiques très récents, entre 2021 et 2023, des vieilles correspondances militaires de l'ère Meiji, des archives municipales d'avant-guerre. Et tout un tas de notes de recherche, ouais. Et la conclusion, elle donne un peu le vertige. L'image de carte postale que tout le monde se fait du château d'Osaka, c'est une illusion monumentale. Exactement. Le meilleur mot pour définir ce lieu, ce serait un palimpseste. Un palimpseste, c'est-à-dire un vieux parchemin qu'on a gratté pour réécrire par-dessus. C'est exactement ça. Mais là, c'est un palimpseste géant, à l'échelle d'une métropole. On parle d'un terrain vieux de 500 ans, où chaque nouvelle ère politique a littéralement écrasé, brûlé ou enterré la précédente. Avant d'imposer sa propre version de la réalité par-dessus. Voilà. Et les traces des anciennes lettres, pour reprendre la métaphore du parchemin, elles subsistent toujours en filigrane. Donc, la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de complètement déconstruire cette image du simple petit château féodal figé dans le temps. Ceux qui nous écoutent ne verront plus jamais ce monument de la même façon, ça c'est sûr. On va traverser 5 strates historiques super dramatiques et on va révéler les trésors cachés de chaque époque. Des trucs qui sont encore physiquement là aujourd'hui. Des détails parfaits pour les voyageurs curieux, parce que fouiller ces couches géologiques, c'est comprendre comment le Japon est passé d'un Moyen-Âge dominé par des sectes religieuses autonomes à un État militaire moderne. Pour finir par devenir la société civile qu'on connaît. Bon, décortiquons un peu tout ça. Par quoi on commence ? Le point de départ nécessite de remonter le temps bien avant l'existence du moindre mur de pierre. Avant 1583 donc. C'est ça, le site qui accueille les touristes aujourd'hui n'était ni un château ni une résidence de seigneur. C'était situé sur le plateau d'Uemachi. Un endroit super stratégique avec une vue incroyable sur les plaines et le trafic sur le fleuve. Et ce plateau, il était occupé par une entité qui terrifiait les seigneurs de la guerre de l'époque, le temple Ishiyama Onganji. Alors, utiliser le mot temple ici, c'est presque trompeur. Carrément trompeur, oui. C'est un peu comme si on découvrait soudainement que le Vatican était en fait une immense base militaire impénétrable, capable de repousser la plus grande armée du pays pendant une décennie. C'est une super comparaison. Dans les années 1570, en pleine période Sengoku, donc l'ère des provinces en guerre, c'était pas du tout un lieu de méditation silencieuse. C'était quoi alors, je te comprends. C'était un royaume théocratique. Un royaume de la loi bouddhique qui prélevait ses propres impôts, rendait sa propre justice avec sa propre armée. Les Ikoiki, c'est ça ? Exactement. Des moines guerriers et des fidèles fanatiques. Et leur puissance, elle venait de leur idéologie. Parce qu'ils ne se battaient pas pour de l'argent ou un bout de terre comme les mercenaires de l'époque. Non. Ils croyaient dur comme fer que mourir au combat pour défendre le temple, ça leur garantissait un aller simple pour la terre pure, le paradis bouddhique. Du coup, ça les rendait pratiquement invincibles psychologiquement. Voilà. Leur défense était impénétrable. Et ça, Oda Nobunaga, le plus grand seigneur de la guerre de l'époque qui voulait unifier le Japon par la force, il ne pouvait pas le supporter. C'était une anomalie sur sa carte, quoi. Un obstacle intolérable. Donc il a lancé un siège. Mais pas un petit siège de quelques mois. Ça a duré 10 ans, de 1570 à 1580. 10 ans. Et Nobunaga lui-même s'est pris une balle de mousquet dans la jambe lors d'un assaut frontal qui a été un désastre total pour lui. Ah ouais. Mais en fait, le gros problème pour Nobunaga, c'était la logistique, non ? Complètement. Tant que le temple était ravitaillé par la mer... Grâce à la flotte du clan Mori, leurs alliés. C'est ça. Tant que la nourriture et les armes arrivaient par la baie d'Osaka, aucune armée terrestre ne pouvait les affamer. Il a donc fallu une sorte de rupture technologique pour débloquer la situation. Nobunaga a compris que les bateaux en bois traditionnels, qui prenaient feu ou explosaient sous les boulets, ça ne menait à rien. Il a donc ordonné de construire des navires géants. Recouvert de fer.
Des navires cuirassés. Parmi les tout premiers au monde, oui. Ils sont arrivés dans la baie d'Osaka, ont encaissé les tirs sans broncher et ont anéanti la marine ennemie. Et là, le cordon ombilical logistique est coupé. Le temple étouffe, se rend et finit dans un incendie dévastateur. Ce qui est fascinant ici, c'est le changement de paradigme. La chute d'Ishiyama Honganji, c'est pas juste une défaite militaire. C'est la fin du pouvoir religieux sur la politique japonaise. Exactement. Le début d'une centralisation laïque et gérée par les armes. Et c'est là qu'on trouve notre premier trésor caché pour les touristes. Bon, il y a un petit monument en pierre au sud du donjon actuel. Oui, assez modeste. Mais le truc vraiment dingue, c'est ce qui se trouve sous terre. Les fouilles récentes, entre 2021 et 2023, sous le terrain d'une école juste à côté du parc, ont prouvé quelque chose d'incroyable. Une couche stratigraphique anormale. Sous la ville d'aujourd'hui, sous le château des Tokugawa, sous celui des Toyotomi, il y a une épaisse couche noire de terre brûlée et de tuiles calcinées, les cicatrices de ce siège brutal. Ces cendres sont là depuis un demi-millénaire. Et ce feu a libéré le terrain. Un terrain vierge, purifié, prêt pour la vision d'un autre souverain. Toyotomi Hideyoshi, qui construit le premier grand château d'Osaka en 1583. Un truc colossal, couvert de feuilles d'or. Sauf que, et c'est là qu'on arrive à la deuxième strate de notre palimpseste, il y a une illusion archéologique massive. Bah oui, parce que quand le grand public regarde les murs du château aujourd'hui, il s'imagine voir l'œuvre de Hideyoshi. Mais ce château-là, il a été détruit en 1615. Le choc, c'est que le shogunat Tokugawa, qui a gagné la guerre, n'a pas juste rasé et reconstruit par-dessus. Non, c'est l'équivalent historique de photoshopper son ex hors d'une photo de famille, mais en utilisant des millions de tonnes de terre et de pierre pour effacer son existence physique de la surface du monde. C'est une super image. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on parle du concept romain de damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire. Ils ont tout enterré. Sous plusieurs mètres de remblai, oui, pour ériger leur propre fondation artificielle, plus haute, plus massive. Ils devaient réécrire la géographie pour légitimer leur pouvoir absolu. Et ce secret est resté enfoui pendant 3 siècles, jusqu'en 1959. Le hasard complet. Des ingénieurs faisaient des forages de routine pour les 70 ans de la ville. Et là, à 7,5 mètres de profondeur, le forêt tape sur un truc dur. Les archéologues descendent, et dans le noir absolu, ils trouvent des murs de pierre gigantesques intacts. L'ancien château de Toyotomi. Avec une technique bien spéciale, le nozorazumi. Des pierres empilées de façon brute, sans être taillées. Ça fait un contraste énorme avec les murs lisses et parfaits des Tokugawa qu'on voit en surface. En plus, c'était super intelligent comme technique. Sans mortier, l'eau de pluie passe à travers les trous, ce qui évite que le mur n'explose sous la pression pendant un typhon. Et ça absorbe les chocs des tremblements de terre. Et pour les voyageurs, il y a des marques au sol sur la grande place devant le donjon. Si on se place là, on peut imaginer qu'à 7 mètres sous nos chaussures, l'ancienne forteresse dorée dort encore intacte. Il y a même un bunker archéologique côté sud pour apercevoir une partie de ces ruines. C'est fou. Mais attends, pour enterrer un château entier et construire un nouveau truc aussi titanesque, les Tokugawa avaient besoin de ressources quasi infinies, non? Leur coffre était loin d'être plein, en effet. Ils venaient de prendre le pouvoir. Alors comment ils ont fait sans se ruiner? En forçant leurs propres rivaux à payer la facture. La fameuse politique des mégalithes, le système du Tenkabushin. Les corvées imposées par le shogun, ouais. 64 seigneurs féodaux, les daimyo, ont dû fournir l'argent, la main-d'œuvre et les pierres. C'est brillant, tu épuises leurs finances, comme ça aucune rébellion possible. Exactement. Si un seigneur dépense tout son argent pour extraire des pierres et nourrir des artisans, il ne peut pas s'acheter de mousquet. Mais exiger de ses pires ennemis qu'ils construisent ta propre forteresse, n'était-ce pas un risque énorme de sabotage? Ils auraient pu bâcler le travail. Cela soulève une question importante sur la psychologie du pouvoir. Les Tokugawa n'ont pas présenté ça comme une corvée. Mais comme une compétition? Une course au prestige visuel. Les daimyo avaient des égos tellement démesurés qu'ils cherchaient d'eux-mêmes les pierres les plus massives pour prouver leur loyauté et leur richesse. C'est dingue. Ils engageaient la guilde des Hanoshu, des maîtres tailleurs de pierre qui soi-disant écoutaient la voix de la pierre. Le sommet de cette folie, c'est la pierre pieuvre, la takoishi, près de 130 tonnes. Il a fallu des bateaux géants, des rondins lubrifiés avec des algues, des milliers d'hommes.
C'est le pouvoir absolu, transformer une ressource naturelle en un symbole de soumission. Et les touristes peuvent s'amuser à chercher les cocoïnes aujourd'hui. Ah oui, les milliers de blasons familiaux gravés sur les pierres. C'était comme des reçus fiscaux, genre regardez, chef, j'ai bien fourni ma part ». Et d'ailleurs, c'est tellement bien assemblé près de la porte Sakuramon qu'on ne peut même pas glisser une carte de visite entre ces blocs géants. Une vraie prouesse. Ce chef-d'œuvre féodal a imposé la paix pendant des siècles. Mais bon, avec l'ère moderne, le Japon a changé. D'œuvre. Année 1870, fin des samouraïs. Le château féodal ne servait plus à rien défensivement face à l'artillerie moderne. Donc, le gouvernement de l'ère Meiji lui a trouvé une nouvelle utilité. Et c'est là qu'on entre dans la 4e strate, l'ombre de Manchester. L'arsenal d'Ozaki. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que transformer un château de samouraï en un énorme complexe militaro-industriel avec des cheminées crachant de la fumée noire, C'est un choc anachronique total. complètement. Ça casse toute l'image d'Épinal du Japon traditionnel. Mais le site était parfait. Les douves empêchaient l'espionnage industriel et le fleuve permettait de transporter facilement les canons et le charbon. C'est devenu la plus grande usine d'armement d'Orient. Plus de 60 000 ouvriers à son apogée. Et ce qui devait arriver arriva. Les ouvriers ont pris conscience de leur exploitation. Le berceau du mouvement ouvrier japonais. La grève de l'organisation Kojokai en 1919. Le site montre le conflit direct entre l'écrasante machine de l'État militaire et la nouvelle société civile. Le Japon recycle l'architecture féodale pour alimenter la guerre mécanique. Mais bon, cet arsenal a fini pulvérisé. À 90%, oui. En août 1945, par les bombardiers américains B-29. Le site a été littéralement rasé la veille de la capitulation. Mais pour les explorateurs urbains, il y a des reliques industrielles assez morbides à voir. Les vieux blocs de fer tordus près du sentier nord. Les scories des hauts fourneaux, ouais. Ou le vieux labo de chimie en briques rouges de 1919 qui bossait sur des armes chimiques. Et le complexe Miraisa aussi, l'ancien quartier général militaire, qui est aujourd'hui devenu, ironiquement, un restaurant de luxe. C'est fou les reconversions. Ce qui nous amène à une question logique. L'arsenal est en cendres en 1945, les shoguns sont morts depuis longtemps. Alors comment ça se fait qu'un magnifique donjon tout neuf trône aujourd'hui au milieu du parc? La réponse se trouve dans la 5e strate, le château des citoyens. Ah, on remonte un peu le temps là. Juste avant la guerre. En 1931, exactement, en pleine Grande Dépression. Le maire d'Osaka, Seki Hajime, veut reconstruire le donjon. Sans argent public, j'imagine. Les casses étaient vides. Il a donc fait appel aux dons. Attends, les gens ont donné de l'argent en pleine crise économique mondiale? En 6 mois, ils ont récolté la somme nécessaire grâce à 78 250 dons privés. Même des écoliers donnaient leurs petites pièces. C'est incroyable. Mais du coup, c'est quoi l'idée derrière? Qu'est-ce que tout cela signifie au fond? C'est un moment charnière. Le château, qui a toujours été un symbole d'oppression, que ce soit par les moines, les shoguns ou l'armée, devient d'un coup un monument public. Une vraie appropriation citoyenne. Ils ont racheté leur propre histoire, en fait. Et le bâtiment lui-même est fascinant. C'est une structure en béton armé. Avec un ascenseur et... Et c'est ce béton qui a permis au donjon de survivre au bombardement de 1945, là où le bois aurait brûlé. Il a 94 ans, aujourd'hui il a tenu plus longtemps que les châteaux originaux. D'ailleurs, si on regarde bien la façade du donjon aujourd'hui, on voit notre dernier trésor caché. Une vraie ligne de fracture architecturale. Le bas est blanc et épuré, dans le style des Tokugawa. Et le dernier étage est noir et or, dans le style exubérant de Toyotomi. C'est un compromis historique, un acte de réconciliation mémorielle assumé. Bon, si on fait le bilan de tout ça, ce château, c'est vraiment pas un bâtiment statique. Ah non, c'est un livre écrit avec de la terre, de la pierre, du fer et du sang. Religion, pouvoir féodal absolu, industrie de guerre et pour finir, une appropriation démocratique. C'est la force de ces strates superposées. Ça remet vraiment en perspective ce qu'on a sous les yeux. Et ça m'amène à une dernière idée à méditer, pour tous ceux qui visitent ce parc paisible aujourd'hui. Je t'écoute. Sachant que ce lieu a déjà été réécrit 5 fois au fil des siècles, quelle sera la 6e strate du château d'Osaka? Dans 500 ans, que découvriront les archéologues du futur en fouillant sous nos propres traces? Waouh, ça c'est une question qui donne le vertige. Ça prouve que l'histoire, elle n'est jamais vraiment terminée. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'histoire. Restez curieux et à bientôt.